Bonjour, bienvenue à Prochaine Adresse. Mon nom est Laurence Desviers. Je suis agente aux communications pour le pôle régional en économie sociale Essor 02. Je suis en compagnie de Raymond Rouleau, président, et Guillaume Bouchard, directeur aussi du pôle régional en économie sociale de Saguenay-Lac-Saint-Jean, Essor 02. Donc, bonjour à vous. Bonjour, Laurence. Pour commencer, Guillaume, qu'est-ce que l'économie sociale? En fait, pour le chantier de l'économie sociale, ça regroupe l'ensemble des activités issues de l'entrepreneuriat collectif. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'une entreprise d'économie sociale? En fait, une entreprise d'économie sociale doit répondre à 6 principaux critères. Le premier, ça va être la finalité des membres. Donc, une entreprise d'économie sociale, on fait ça pour répondre à un besoin dans la collectivité. Également, on a une autonomie de gestion par rapport à l'État. Donc, c'est pas le gouvernement qui vient dans les entreprises d'économie sociale dire quoi faire, quoi pas faire. Aucunement. Les personnes qui sont élues sur le conseil d'administration sont 100% autonomes. Donc, c'est eux qui décident comment on gère l'entreprise d'économie sociale. Également, on a un processus décisionnel qui est fort et qui est implanté dans l'ensemble du parcours d'une entreprise d'économie sociale. Donc, que ce soit par une assemblée générale annuelle, par un conseil d'administration, on retrouve aussi des comités des conseils exécutifs, mais les processus sont déjà tout mis en place pour qu'un organisme non lucratif soit 100% autonome. Également, dans une entreprise d'économie sociale, l'ensemble des surplus doit être absolument redistribué ou reversé dans l'objectif d'atteindre une mission, la vision de l'organisme. Donc, on ne peut pas partir malheureusement avec les bénéfices engendrés. Il faut absolument que ça reste dans l'entreprise. Aussi, un autre des points, c'est on cherche la viabilité économique. C'est super important parce qu'une entreprise d'économie sociale, c'est une entreprise souvent qui ne cherche pas à générer d'immenses surplus, mais ça doit en générer assez pour s'assurer que l'ensemble de ses activités soit maintenu. Donc, on cherche à générer assez d'argent pour répondre à notre besoin. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le reliquat. Le jour qu'on décide que notre entreprise d'économie sociale doit fermer pour X raisons, on est dans l'obligation légale de remettre l'ensemble des actifs à un autre organisme d'entreprise d'économie sociale ou au gouvernement, mais dans un objectif qu'on cherche à répondre à notre mission. Donc, si demain matin, j'ai une entreprise d'économie sociale qui a pour mission d'aider à ce que les enfants mangent mieux, eh bien, si on décide de fermer notre entreprise, on doit absolument donner l'ensemble de nos actifs à une autre entreprise qui partage la même mission. En fait, Laurence, une entreprise d'économie sociale, c'est une façon de produire des biens, de donner des services, mais une façon différente parce que les profits sont réinvestis et vont à la collectivité. Alors, c'est une façon d'entreprendre. L'entreprise privée, elle, à un bout du spectre, l'important pour elle, c'est de faire des profits pour générer suffisamment d'argent pour son propriétaire. Et quand l'entreprise privée, à l'autre bout du spectre, on a le gouvernement, qui, lui, donne des services essentiels, comme la médecine, les transports, etc. De sorte que, puis au centre, ben, quand le privé lance la serviette et dit, ben moi, je fais plus assez de sous, ou ben non, j'ai pas de relève, alors c'est souvent une entreprise d'économie sociale qui va reprendre la pôle et puis qui va continuer d'assurer le service essentiel. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les entreprises d'économie sociale, le pôle, c'est 500 entreprises en tout. Donc, c'est une façon d'entreprendre qui est complètement, d'abord et avant tout, au service du citoyen. Donc, finalement, l'économie sociale, c'est l'économie au service du citoyen. Tout à fait. Tout à fait. Tu l'as très bien exprimé, Laurence. Merci beaucoup à vous deux. Maintenant, on s'en va voir deux entreprises d'économie sociale de la MRC de Maria-Chapdelaine. La Corporation d'activité pêche Lac-Saint-Jean, que tout le monde appelle la CLAP, c'est une corporation publique à but non lucratif, donc un OBNL, qui a été fondée en 1996 par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean.
dans le cadre aussi de la création de l'aire faunique communautaire du lac Saint-Jean, qui était la première du genre à être créée au Québec. Il y en a d'autres qui sont ajoutés par la suite, mais c'est un concept qui a été inventé à l'époque spécifiquement pour le lac Saint-Jean par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et là, ben, ça prenait évidemment un organisme représentatif du milieu pour opérer puis gérer ça. Et c'est la Corporation d'activité pêche lac Saint-Jean qui a été formée à ce moment-là. Nous autres, on a, bien évidemment, on est délégataire du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, un peu comme une ZEC ou une pourvoirie. On a un bail de droit exclusif de pêche à des fins communautaires. Et pour pêcher dans une aire faunique communautaire, bien, on a le droit de percevoir un droit d'accès, ce qui s'appelle légalement une autorisation de pêcher. Et les revenus qui sont générés par ces ventes-là sont réinvestis dans l'aire faunique communautaire pour de la protection de la ressource, le suivi de la pêche sportive, le développement des connaissances scientifiques, des aménagements fauniques ou halieutiques, de l'information, la promotion de la pêche, le développement, etc. Des services comme tels, c'est pas comme une entreprise privée, on n'offre pas de services à des particuliers. Finalement, on est une entreprise d'économie sociale au service, finalement, des pêcheurs sportifs, évidemment, mais de la collectivité dans son ensemble. Parce que nous, en vertu de notre mission puis de nos mandats, comme je le disais tantôt, on fait le suivi de la pêche sportive en été et en hiver sur le lac Saint-Jean. On fait le suivi de la pêche à la Wananiche, à la mouche dans les rivières. On participe où on finance le développement des connaissances scientifiques. On participe à la protection de la ressource sous la supervision ou en collaboration avec la Direction de la protection de la faune. On réalise des aménagements fauniques ou halieutiques. Halieutiques, c'est des aménagements pour la pêche. On fait beaucoup de promotion de la pêche au lac Saint-Jean, d'information publique, notamment à nos membres. À nos membres, c'est une façon de parler à nos clients. On a un site web, une page Facebook sur laquelle on essaye d'être le plus actif possible. Puis on a aussi notre fameuse brochure d'information annuelle là, qui est publiée à une dizaine de milliers d'exemplaires chaque année. Et là-dessus, là, il y en a, je dirais, à peu près la moitié qui sont postés directement chez nos titulaires d'une autorisation annuelle de pêcher, qu'elle soit individuelle ou familiale, dans l'année précédente. Ça, ils reçoivent ça directement chez eux par la poste. Alors là-dedans, tu as l'information générale sur la réglementation, c'est quoi l'aire faunique, une carte du territoire, les périodes de pêche par espèce, par plan d'eau, puis tu as également le rapport annuel de la corporation. Ben, nous autres, on a 3 employés permanents, un directeur général qui est moi-même, ensuite ça, une adjointe administrative qui est à l'année, on n'a pas le choix, et une biologiste contractuelle là, qui est rattachée au laboratoire des espèces aquatiques exploitées de l'Université du Québec à Chicoutimi, qui travaille pour nous comme contractuelle 12 mois par année depuis 2011, et qu'on appelle affectueusement Madame Éperlant, parce que c'est elle qui a tout réalisé ou qui a tout supervisé, tous les travaux, les études qui ont mené, parce que ça a pris une dizaine d'années, tout ça, là, toutes les études, les travaux qui ont mené à l'aménagement des premières frayères durant l'hiver 2017. Et évidemment, ben, on a une dizaine d'employés saisonniers réguliers qui sont des assistants et des assistantes à la protection de la faune, qui travaillent pratiquement 6 mois chaque été. Et là-dessus, il y en a 3 ou 4 qui travaillent également l'hiver à temps partiel parce qu'on fait également le suivi de la pêche blanche sur le lac en motoneige. Je te dirais qu'après 25 ans, là, nos preuves sont faites, la crédibilité de l'organisation est bien établie. Et sans prétention aucune, on est devenu une organisation incontournable quand il est question de pêche sportive au lac Saint-Jean. Puis par ailleurs, comment dirais-je, la ressource est abondante. Elle devrait l'être encore davantage dans les prochaines années avec les aménagements qui sont prévus. La fréquentation est à la hausse. La relève également. Les petites familles, les couples, les femmes, de plus en plus.
Les ventes d'autorisation de pêcher, les revenus sont à la hausse aussi. Les salaires sont quand même bien corrects, même si ça reste du cheap labor, là, entre guillemets, parce qu'on comprendra, tu sais, c'est bien évident que dans des organismes à but non lucratif, peu importe les sources de revenus, tu ne peux pas payer les salaires pour offrir les conditions qui s'offrent dans le privé ou dans la fonction publique. Bon. Mais présentement, c'est tellement stimulant, tu sais, là, on récolte les fruits de dizaines d'années d'efforts. Des membres à proprement parler, on n'en a pas. Parce que dans le fond, nous autres, on est au service des pêcheurs sportifs. Donc, on les considère plus comme une clientèle et de la collectivité. Sauf que d'un point de vue légal, si tu veux, là, étant donné qu'on a une assemblée générale annuelle puis qu'il y a des gens qui sont appelés à voter, tous les pêcheurs et les pêcheuses qui achètent ou qui détiennent une autorisation de pêcher, peu importe qu'elle soit annuelle ou journalière, sont automatiquement considérés comme membres, peuvent assister à l'Assemblée générale, puis ont le droit de vote. Et c'est quand même, vois-tu, quand on regarde ça, là, grosso modo, en termes d'ordre de grandeur, des autorisations de pêcher, là, des petits papiers qui sont maintenant achetés en ligne, je te dirais qu'en termes d'ordre de grandeur, on en avait à peu près 15 000 par année. Okay? Là-dessus, il y en a, encore là, en termes d'ordre de grandeur, à peu près 5 000, c'est des autorisations annuelles individuelles ou familiales à 75 ou à 100 $. Puis les 10 000 autres autorisations, c'est des autorisations journalières individuelles ou familiales à 9 $ ou 17 $. D'abord, il y a, comme je t'ai dit tantôt, il y a la fameuse brochure d'information annuelle. On a songé à un moment donné à interrompre la production et la distribution de ça, parce que c'est quand même, grosso modo, c'est une dépense d'une dizaine de mille dollars par année. Puis, tu sais, à l'ère du numérique, on se disait, bon, mais les pêcheurs veulent pas, la clientèle veut pas, là. Ça semble trop pratique pour eux autres d'avoir ça, soit au chalet, à la maison, dans leurs embarcations, dans leurs camions. Il y en a même qui les collectionnent depuis le début. J'ai parfois des demandes pour me demander, il me manque telle ou telle année, est-ce que tu pourrais m'en envoyer une copie ou un exemplaire pour compléter ma collection? Puis c'est un peu notre carte de visite, dans le fond. Ensuite de ça, on a un site web qu'on a remis à jour l'an passé. Et là-dessus, là, tu peux te perdre. De l'information, là, il y en a de tous les niveaux. Les recherches, les rapports annuels, les statistiques de pêche, les guides, les rampes de mise à l'eau, les endroits où tu peux pêcher à gué. Il y en a pour tous les goûts. Okay? Tu peux pratiquement te perdre là-dessus. Puis on a une page Facebook aussi depuis quelques années sur laquelle on est de plus en plus actif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, ben, avec les années, les pêcheurs de Wenanich se sont développés une page Facebook qui s'appelle Wenanich Lac-Saint-Jean. Les pêcheurs de doré ont fait pareil de leur côté. Ça s'appelle Pêche au doré Lac-Saint-Jean. Ensuite de ça, tu as Balade de pêche au pluriel. Tu sais, il y a de plus en plus de regroupements de pêcheurs, tout dépendant de leurs intérêts, des pêcheurs à la mouche, des pêcheurs en lac, pêcheurs de doré, des pêcheurs de Wenanich, des pêcheurs de pêche blanche. Ils sont tous développés des pages Facebook. Puis là, ben, ils partagent plein d'informations entre eux. Puis il y a l'Assemblée générale annuelle, une fois par année. Ben là, on a été plus tranquille avec la pandémie. Mais habituellement, on accueille quand même une centaine de personnes. C'est quand même bon. Puis l'Assemblée alterne d'une MRC à l'autre au fil des ans. Tu sais, sur 3 ans, on fait les 3 MRC. Tu sais, l'idée de base, c'était que le milieu prennent en charge se prennent en main puis prennent en charge la gestion ou participent à la gestion et à la protection de la ressource. Donc, qui dit milieu dit nécessairement un organisme à but non lucratif ou une corporation publique à but non lucratif. Tu sais, ça n'aurait pas pu être une entreprise privée. Le ministère existait déjà, mais les MRC voulaient plus que ça, voulaient autre chose que le ministère, en plus ou en parallèle. On prends-le comme tu voudras. Donc, ça pouvait pratiquement être rien que ça.
C'est très, très différent, ne serait-ce que, entre autres, compte tenu des, comme je te disais, compte tenu des salaires et des conditions de travail qui sont moindres ou qui sont inférieures à ce qui se fait ailleurs. Bien, d'abord, c'est un peu un défi de trouver de la main-d'œuvre compétente, puis c'est encore un plus grand défi de la retenir. Fait que ça, tu sais, il faut essayer de... En fait, on passe notre temps à gauler avec ça. Puis en même temps, ben l'avantage aussi, c'est que les personnes que tu gardes, la main-d'œuvre que tu conserves, c'est de la main-d'œuvre qui est engagée, qui y croit aussi. Là, tu sais. C'est aussi des passionnés. Surtout dans le domaine de plein air, chasse, pêche, parc, ces affaires-là, nature. Souvent, c'est des gens qui sont très passionnés. L'autre chose aussi, qu'il faut faire plus avec moins. Parce qu'évidemment, les budgets sont pas illimités. Les partenariats financiers non plus. Puis, tu sais, il faut vraiment que tu livres la marchandise. Un des principaux critères de réussite, comme je te dis, c'est de trouver des individus qui sont à leur place. Des gens passionnés, engagés, des persévérants, tu sais, qui sont là, qui croient à la cause ou à une cause. Si tu n'as pas ça en partant, ça ne fonctionnera pas. Sans arriver avec une grande définition universitaire, là, c'est une façon ou un moyen pour les collectivités de se donner des services qui seraient impossibles de s'offrir autrement pour toutes sortes de raisons, mais entre autres pour des questions de coûts. Parce que, tu sais, quand tu fais affaire avec l'entreprise privée, évidemment, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, c'est souvent le seul recours qui te reste d'aller avec des organismes à but non lucratif, avec des gens très engagés, très passionnés, qui acceptent de travailler avec des salaires moindres, dans des conditions de travail moindres aussi, qui sont pas optimales, qui sont corrects, là. En tout cas, chez nous, c'est correct. Je considère que c'est correct, mais c'est pas optimal, tu sais. C'est pas à la hauteur des compétences dont on dispose, puis des livrables qu'on fournit. Mais ceci dit, on travaille pas nécessairement rien que pour la paye non plus. À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire parce que c'est à chacun ses jeux. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. T'aimes ça avoir peur? T'aimes ça le cinéma? T'as écouté les 2 premières saisons de Vidéo Terreur où tu nous as pognés en podcast sur toute bonne plateforme de podcast? Eh bien, l'attente est terminée. Vidéo Terreur saison 3, ça s'en vient. La Maison du Bel Âge a vu ses débuts vers les années 1975. Ça a été une initiative des Chevaliers de Colomb de Dolbeau d'ouvrir une résidence pour personnes âgées. C'est un besoin qui n'était pas présent dans le milieu. Et les Chevaliers de Colomb ont mis sur pied une charte qui est devenue en 1981 la Corporation colombienne Jean Dolbeau, communément appelée la Maison du Bel Âge. La Maison du Bel Âge a été un établissement de personnes autonomes dans le milieu
Et c'est en 1981 vraiment que les opérations ont commencé avec des gens qui avaient besoin d'habitation communautaire. On ressentait dans le milieu, là, à ce moment-là, des besoins pour des gens qui étaient moins nantis dans la population et en même temps pour ouvrir un des premiers foyers qu'on appelait dans le milieu de Dolbeau-Ici. En fait, aujourd'hui, la mission elle a beaucoup changé avec le début de sa première année d'opération. Nous sommes passés d'appartements autonomes à des appartements semi-autonomes et non autonomes. Nous avons eu aussi dans l'historique de la maison beaucoup de partenariats avec le SUS. À un moment donné, on est devenu une ARI, à un moment donné, on est devenu un service d'hébergement temporaire pour le centre hospitalier. Et au fil du temps, nous avons gardé une partie d'appartements qui étaient autonomes et semi-autonomes pour les gens. Et maintenant, aujourd'hui, on opère en partenariat avec le ministère de la Santé une aile de soins pour les personnes en déficience physique et en soutien d'aide aux personnes âgées. Nous avons présentement, tout dépendant de la saison et du temps de l'année, entre 30 et 40 employés, pour la plupart à temps plein, quelques-uns à temps partiel, principalement dans le domaine des soins en tant que préposés aux bénéficiaires. Nous avons aussi des gens qui travaillent en buanderie, en cuisine et en entretien. Nous avons beaucoup de bénévoles. C'est certain qu'avec ce qui s'est passé dans les dernières années, la situation qu'on connaît tous avec la pandémie, nos bénévoles ont pris la fuite. Mais oui, nous avons beaucoup de gens qui s'impliquent par rapport à l'animation, par rapport aux aides qu'on peut apporter d'accompagnement pour les résidents qui sont ici. On peut aussi avoir des aides par rapport à l'entretien du terrain, par rapport aux fleurs, par rapport aux jardins communautaires qu'on offre à l'arrière de l'établissement. Bien, le futur d'entreprise, c'est sûr que le besoin est toujours grandissant dans le domaine de l'habitation et surtout du côté pour nos personnes âgées, nos aînés, la population. Nous avons présentement un projet qui est sur pied qui va être mis sur pied pour moderniser la résidence. Alors, la résidence en tant que telle, elle est âgée de près de 41 ans, mais pour le moment, là, on est en train de travailler un projet pour rénover les intérieurs, puis peut-être aussi avoir accès à un agrandissement à l'arrière pour offrir plus d'espace à nos résidents. Nous n'avons pas de membres en tant que tel, il n'y a pas de cotisation pour un membre, mais on considère que les résidents ici sont des membres à part entière de la résidence. La direction est formée d'un directeur général et aussi d'un conseil d'administration qui, lui, est composé de personnes bénévoles. Alors, ces gens-là occupent une fonction là, dite particulière, côté des finances, le côté des ressources humaines. On a des gens qui sont spécialisés souvent à la retraite, qui viennent nous aider là, à la direction générale. Les rencontres se font une fois par mois et on communique là, vraiment bien ensemble là, avec ces gens-là. On a une page Facebook pour les résidents et on a une page Facebook aussi pour les employés. Alors souvent, on va communiquer là, rapidement. On sait que maintenant, aujourd'hui, c'est facile d'apporter nos informations par rapport à ce qu'on veut communiquer dans la résidence. Puis principalement avec par courriel là, aussi, par téléphone avec les proches aidants, la famille. On a tous les contacts là, par rapport à ça. Ce modèle-là a été choisi dès le départ parce que le besoin était très criant dans le milieu. Les gens,
Quand le Québec s'est aperçu que la population vieillissante avait besoin et que les revenus des personnes âgées n'étaient pas à la hauteur d'un hébergement plus onéreux, alors la façon de trouver solution pour ça, c'était de placer là, des logements sociaux avec un OSBL d'habitation. Alors c'est pour ça que ce modèle-là a été choisi. Il faut toujours garder en tête que on ne va pas vers une rentabilité économique. Moi, je pense qu'on va vers une rentabilité sociale. Alors, tu sais, il faut avoir comme impact ou comme façon de penser, non pas l'argent, mais ce qui peut impacter du côté social, comme la lutte contre la pauvreté, le soutien aux personnes âgées, tu sais, dans toute la mission qu'on se donne par rapport à ça, bien, c'est vraiment de cette façon-là que je vois la différence entre une rentabilité économique et une rentabilité sociale. Le CA est composé de bénévoles. Alors, tout ce qui est fait ou tout ce qui est retenu là, dans l'organisation là, est redistribué dans la maison, là, souvent pour améliorer les soins. Et on est capable d'offrir aussi des loyers abordables qui ne peuvent pas, qui peuvent répondre à un certain créneau de la population. Bien, c'est comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas une rentabilité économique qu'on cherche. Alors, tu sais, il faut, je pense, avoir des objectifs qui sont en lien avec les enjeux sociaux. Si on veut répondre à des besoins en alimentation, des besoins en vêtements ou tout autre domaine dans l'économie sociale, bien, il faut avoir à cœur les causes pour lesquelles on veut travailler. L'économie sociale, c'est de vraiment répondre aux besoins de la communauté qui sont dans le besoin, qui ont des besoins particuliers, en fait. Je pense que chacune des entreprises d'économie sociale ont une mission qui est très, très, très humaine. Et c'est la façon de voir les choses là, par rapport à l'altruisme qu'on peut donner dans le travail qu'on fait.